Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu, maintenant, balayé. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent, et parlèrent, et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Et il devint un homme vidé, consumé, ravagé. Un homme hanté par les démons de son passé. Un homme qui errait sans but par les terres désolées. Ce fut ici, dans ce lieu maudit, qu'il réapprit à vivre. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 3. Cette semaine, émission poursuite, radicalité et monumentale. Course-poursuite, Condé, ça fait vroom vroom. On accélère, ça fait vroom vroom. La Miss n'est pas sereine, son cœur fait boum boum. Vroom vroom, boum boum. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui allait mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Erwan Floclet quand il lisait GTI Mag. Exactement, de Mohaka avec la chanson Vroom Vroom, chanson à texte. Nous parlerons ce soir donc de tutut et de voitures qui vont très très vite à l'occasion de la sortie récente aux éditions Rififi d'un livre, une fois n'est pas coutume, Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, écrit par Melvin Z, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir Melvin. Eh bien bonsoir En attendant Godard. Et donc pour parler de ce jeu, par autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également Simon l'Ancien. Bonsoir Simon. Bonsoir à toutes et tous. Le Doc Erwan donc ne pouvons pas être des nôtres ce soir encore et il va y avoir plusieurs absences de prévues à cause de cette saloperie qu'on appelle le salariat. Malheureusement Erwan ne peut pas être des nôtres ce soir, mais la mise en son de cette émission, il y a Margot. Coucou Margot. Donc voilà, ce sont les forces en présence pour parler de ce livre exceptionnel, donc sorti récemment, comme je le disais, aux éditions Rififi. Nous n'avions pas reçu Melvin au moment de la sortie du premier livre, tout simplement parce qu'il m'a dit « Non mais ça va, je vais pas venir dans votre émission, on ne me laisse jamais la parole. » C'est vrai, c'est vrai.
Et donc cette fois, nous avons décidé d'enterrer la hache de guerre et de t'accueillir pour parler de ce livre, quand même, parce que par honnêteté intellectuelle, nous devons quand même rappeler pour ceux et celles qui nous écoutent, que tu es un vieux camarade, Melvin, maintenant que nous nous connaissons quand même depuis un certain nombre d'années. Tu as fait plusieurs dessins pour notre émission. Tu es un peu notre graphiste attitré. C'est vrai aussi. Exactement. Voilà, tu fais plusieurs. Il y a du copinage. Exactement, plusieurs visuels pour nous. Et moi, d'autant plus que j'ai quand même pas participé, mais j'ai relu en tout cas ton texte un certain nombre de fois dans les dernières années, donc je suis un peu partie prenante entre guillemets, on va dire un collaborateur de travail, un collaborateur de talent bien évidemment, mais collaborateur quand même. Le collabo, voilà. Tu connais bien. Hein. Exact. Ah bah ça, vous savez, en Bretagne, hein, c'est une tradition. J'ai mis ton nom dans le livre, Thomas. Oui, t'inquiète pas. J'ai vu. On est remercié. Je suis remercié de trois manières différentes. Donc l'émission elle-même est d'ailleurs remerciée. C'est vraiment une émission déplorable de copinage, ce qui ne nous empêchera pas de porter un œil critique et cinglant sur ton travail, Melvin. Voilà. Je n'en attends pas moins de vous. Et donc voilà, et pour se mettre dans le bain tout de suite, donc puisque Mad Max 2 parle de violence, de souffrance, de poursuite et de dolorisme, tout de suite un petit morceau pour se mettre en jambes. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Napalm Death avec You Suffer, titre qui résume bien évidemment le propos de Mad Max 2, finalement la souffrance du personnage de Max, torturé psychologiquement mais aussi physiquement tout au long de ce film de George Miller de 1982, où ce pauvre garçon et sa voiture en prennent plein la moule pour pas un rond. Mais donc film évidemment culte Mad Max, on va pas revenir sur le premier, mais avant de rentrer peut-être dans le vif de ton livre, une des choses que je voulais aborder et que je trouve on ne t'interroge pas assez sur quand tu donnes de longs entretiens sur ton travail et sur le contenu de tes livres, c'est revenir peut-être avant tout sur le projet de manière générale et sur ta méthode de travail, ta méthodologie, et avant de revenir sur l'édition même du livre et les éditions donc Réfifi, qui ont été créées par Steve Anthony et toi-même pour la parution du premier livre il y a d'ici 3 ans. Mais donc déjà quand même moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu fais avec ces 2 livres-là, et donc le 3e qui sortira d'ici 3-4 ans on va dire, donc qui sera consacré à Mad Max 3. Est-ce qu'on pourrait parler on va dire de à la fois ta méthode d'écriture et tes méthodes de recherche, parce qu'on va dire que dans le milieu de la recherche ou du livre de cinéma, quand tu as commencé tu étais un nobody. Quand tu as commencé à travailler sur les livres il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et finalement comment est-ce que tu as réussi à avoir autant de matériel et à réussir à réunir autant de monde pour parler avec toi? Ah bah ça s'est fait très progressivement, parce qu'au début c'est quand j'avais commencé le projet, je pensais que je pouvais écrire un bouquin avec l'ensemble des documents que j'avais récupérés pendant toute ma jeunesse, dans des fanzines, des fanzines, programmes télé, des interviews de Miller par-ci, par-là, des photos que j'avais récupérées, etc. Et j'avais vaguement une pochette pleine de documents. Quand je suis parti en Australie, normalement ça devait être la conclusion de ce travail-là. T'es parti quand la première fois en Australie? Ça devait être en 2013, c'est ça, ouais, début 2013. Et je suis allé aux archives de Canberra avec une liste de documents. J'ai pu en récupérer un certain nombre, donc essentiellement des journaux, des quotidiens de l'époque, où il y avait soit des articles, soit des critiques et qui étaient cités comme source dans des bouquins généralistes sur le cinéma australien. Et puis en y retournant l'année suivante, je suis retourné aux archives, et ce coup-ci je suis allé aux archives de Melbourne, à la Cinémathèque de Melbourne, et je me suis très bien entendu avec la dame qui tenait les archives de la Cinémathèque, et elle m'a sorti un dossier qui est la revue de presse, en gros tout le travail mâché. C'était quelque chose comme 800 feuilles où il y avait photocopié tous les articles sur la saga Mad Max qui avait été publiée dans la presse australienne, et ça m'a permis de passer vraiment d'un niveau à l'autre. Donc j'ai commencé à récupérer énormément de choses, année après année j'en ai récupéré de plus en plus, et puis j'ai commencé à faire des interviews, et souvent, une interview, on discute avec quelqu'un, la personne, elle nous envoie le contact d'une ou 2 autres personnes. Et on recommande à quelqu'un d'autre. Donc pendant des années... C'est qui la première personne que tu as interviewée? C'est Amagami, le gars qui a
un Japonais qui vit à San Francisco, qui à l'époque avait fait le visuel de l'affiche française de Mad Max 1. Et il est connu pour ça. Il est aussi connu pour avoir fait le design du titre de The Thing, mais des choses relativement modestes, parce qu'aujourd'hui c'est le PDG d'une énorme compagnie de jeux vidéo en Californie. Lui, c'était dans les premiers. Il y a eu Vernon Wells aussi, que j'avais rencontré aux États-Unis un petit peu après. Et puis les premières interviews, joue Wes dans Mad Max 2. Qui joue Wes dans Mad Max 2, hein, le gars avec la crête sur la tête. Et puis j'ai commencé rapidement à faire des interviews par Facebook, par Messenger, avec des cascadeurs de Mad Max 1, Del Bench, à rencontrer Paul Johnston, en rentrant en contact avec des gens qui étaient apparents et actifs sur Facebook. Et comment est-ce que ça a pu influer, on va dire, sur ta méthode de travail, ou en tout cas sur ce que tu pensais faire à la base et sur ce que le livre est devenu maintenant? Parce que finalement, évidemment, en rencontrant de plus en plus de gens, en confrontant les points de vue, ça t'amène aussi à revoir un petit peu ce que tu pensais des films et ce que tu pensais pouvoir faire avec le matériau de base que tu avais. Alors, ce que je pensais des films, ou ce que je pense des films, c'est un work in progress constant, hein, ça s'arrête jamais d'évoluer. Rapidement, je me suis rendu compte que le projet que j'avais en tête était totalement obsolète, et que assez vite, j'avais en tête ce qui est devenu ce que sont devenus ces deux livres, même si j'imaginais que je pouvais faire tenir ça dans un gros livre, mais ça ressemble à peu près à ce que j'avais en tête. Pendant des années, en fait, mon unique obsession, c'était de récupérer le plus d'informations, de données possibles. Donc, fouiller partout les recoins du net, aller sur eBay tous les matins, chercher dans les pages jaunes australiennes, chercher dans les numérisations, les bibliothèques qui ont numérisé des archives en Australie et qui les ont mis en ligne. C'est un travail d'archiviste, en fait. Alors, j'en ai récupéré des tonnes. Aller sur place pour récupérer du matériel. Et puis il y avait quelques questions qui m'ont occupé pendant des années et des années. Donc là, dans ce livre consacré à Mad Max 2, il y a le moment où le vieux parle à Max et lui dit « Mais il faut que tu viennes avec nous dans le Nord, là où on s'évade », et qui déroule une succession de cartes postales. Retrouver ces cartes postales a été une épopée improbable. J'ai contacté le photographe, j'ai contacté l'imprimeur, j'ai contacté tous les gens. J'ai pas réussi à retrouver qui était la jeune fille qu'on voit en maillot de bain sur le sable, mais quasiment. Et puis j'ai réussi l'année dernière, il y a 2 ans, à reconstituer quasiment à l'identique ce truc de carte postale. Donc le bouquin n'aurait jamais pu sortir sans ces cartes postales, parce que ça me semble être quelque chose d'absolument fondamental. Mais ce livre est rempli de plein de petits détails comme ça, un peu fondamentaux. Donc pendant des années, ça a été récupéré, ça a été partir à l'aventure sur Internet ou en Australie et récupérer le plus de documents possible. Et puis il y a eu un long temps où il a fallu traiter toutes ces informations, les lire, les classer, les mettre en rapport les unes avec les autres. Et après, pour faire le livre en tant que tel, les 3 livres vont suivre la même structure. C'est l'étude du film par pré-production, production, post-production. Et tout ça, à chaque fois, en le remettant dans le contexte de production du cinéma australien, la carrière de Miller et Kennedy, de ces différents, on va dire, acteurs ou bien techniciens principaux. Simon. Oui, j'avais une question sur l'inspiration qui a pu venir aussi par tes talents de graphiste, en fait, et d'artiste, parce qu'on c'est un très bel objet pour les yeux, en fait, et la mise en page est assez inédite, c'est pas des choses qu'on voit beaucoup. Est-ce qu'il y a des envies qui te sont venues parce que tu savais que tu pourrais derrière te permettre des effets de mise en page que tu n'aurais pas trouvé ailleurs? Je pense notamment dans ce 2e volume aux dernières pages vers la fin, lorsque on a l'impression d'être en train de lire les premières pages d'un livre des règles, d'un jeu de rôle où on aurait les personnages, etc. Moi, à titre personnel, je trouve ça extrêmement satisfaisant intellectuellement. On a un vrai plaisir, on est à mi-chemin entre le jeu. On pourrait jouer à Mad Max, jouer au jeu de rôle Mad Max ou jouer avec des figurines Mad Max. On sent que tu t'es fait plaisir, mais c'est très plaisant aussi pour les lecteurs. Est-ce que c'est des inspirations qui te sont venues parce que tu avais ce talent-là? Ce qui m'amène une deuxième question, je profite pour la poser tout de suite. Tu as signé la couverture qui, grâce aussi à ce talent-là, entremêle l'imaginaire et l'imagerie du film, mais aussi de son tournage, que tu fais tenir ensemble. Et on sent bien que tu es autant fasciné par le film que son tournage, peut-être plus par l'un que l'autre d'ailleurs, ou
de plus en plus par l'un que l'autre peut-être. Et est-ce que c'était une amorce aussi de ta passion pour ce film et ton envie de faire ce livre ? Alors, pour revenir sur la fabrication graphique du tome 1, j'avais quelques idées en tête. Je voyais ce que je voulais vaguement faire sans forcément... j'ai appris à utiliser InDesign pour le mettre en page. J'ai appris la mise en page, les bases de la mise en page, on dira, pour pouvoir le faire. Et en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que j'aurais bien aimé pousser un peu plus loin. Et je pensais pas... En fait, j'avais pas eu l'idée... J'avais pas imaginé que je pouvais aller aussi loin sur ce terrain-là. Et pour Mad Max 2, j'ai voulu tester ça. Et ça s'y prêtait extrêmement bien parce que Mad Max 2, contrairement à Mad Max 1, c'est un film où tout ce qui apparaît à l'écran a été créé pour le film. À part le bitume de la route, tout ce qui a été fabriqué a été fabriqué par la direction artistique. Donc ça veut dire les costumes, ça veut dire les accessoires, et ça veut dire le seul décor du film le décor principal qui est la raffinerie, et puis le décor secondaire où le camion est abandonné, où il y a ce fameux panneau Mundi Mundi avec les petites planches qui disent Los Angeles à tant de kilomètres, Silverton à tant de kilomètres. Et en fait, à force de travailler le sujet, j'avais des informations sur comment fonctionnait l'arbalète de Wes, comment avait été fait ce panneau-là, comment était fait ceci. On m'avait dit qu'est-ce que c'était les bougies qui formaient le collier que Max trouve dans la poche. Donc je me suis dit j'ai de quoi faire quelque chose de plus complet à ce niveau-là. Ça me permettait aussi d'inclure ce dessin de la raffinerie qui était quelque chose que je voulais faire pour moi, pour me faire plaisir avant tout. Quelque chose qui m'intriguait énormément aussi, c'était qui est placé où quand Humungus débarque devant la raffinerie. Et ça a été un cauchemar à faire, mais vraiment un cauchemar parce que George Miller tourne sans faire de plan général, il tourne que des gros plans, ce qui fait que les plans généraux, les gens changent de place. Donc c'est le placement de tous ces personnages et tous ces véhicules, c'est à un moment donné. Il a fallu que je fasse une certaine moyenne. C'est pas, il y a des moments, les gens vont dire mais c'est pas tout à fait. Oui, parce que d'un plan à l'autre, tout le monde change. Mais c'est vaguement ça, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement amusé et un peu diverti quand je l'ai fait. Parce que j'étais en train de boucler mon analyse ça c'est la grande différence avec le tome 1. Le tome 1, en fait, j'avais le premier texte que j'avais, la première chose que j'ai écrit sur Mad Max, c'est une version extrêmement light de l'analyse de Mad Max 1 que j'avais fait pour un fanzine sur une dizaine de pages et que j'ai pas du tout. Pour mes mots ont la parole. Ouh. Voilà. Et oui, un petit fanzine punk des années 2000. Et donc j'avais ce texte-là et j'avais plus qu'à l'étoffer avec tout ce que j'avais appris sur le film et puis sur son contexte. Et pour Mad Max 2, j'ai procédé autrement et j'ai probablement très très mal procédé. C'est-à-dire que j'ai récupéré un nombre improbable de notes et d'informations que j'ai essayé de mettre dans un ordre logique. Et je pense qu'il faut absolument pas faire ça parce que ça m'a pris énormément de temps avant de trouver un ordre logique et d'arriver à un texte qui me satisfasse. Donc c'est ça ta deuxième question. Sur la couverture, sur entre la production et le film. Voilà. Ça c'était l'idée que j'avais en tête. J'avais envie de faire quelque chose qui soit en continuité de ce que je faisais avant parce que c'est pas comme si j'étais capable de faire n'importe quoi juste je fais à peu près ce que je peux et j'avais déjà fait des affiches des fan art et des choses comme ça et pour moi ça me semblait essentiel de mélanger exactement comme tu disais ce qui était à la fois l'aventure du film donc des images connues du film mais aussi l'aventure du tournage parce que c'est une des choses que je répète régulièrement vis-à-vis des cascadeurs. Souvent les cascadeurs prennent plus de danger dans le tournage que n'en prennent les personnages qu'ils interprètent dans le film. Et donc avoir les deux et puis avoir George Miller à côté de Mel Gibson en Max, etc. Ça me semblait tout à fait logique. Thibaut. Oui, après il y a une rencontre qui me semble
absolument décisive, une rencontre d'une personne et d'un lieu. C'est bien évidemment Adrian Bennett avec son musée Mad Max 2. Son musée. On avait fait l'émission avec Mad toi Max il y a 2. quelques années. Voilà, c'est vrai. Sur le musée et sur ton documentaire. Sur ton documentaire. Qui va bientôt sortir en Blu-ray. Oui, c'est un peu en retard parce que c'est un petit peu en retard, mais les caisses sont arrivées chez l'éditeur, sont un peu en retard. Voilà. Archaeologist of the Wasteland, on en avait parlé ici, et moi ce que je trouve hyper intéressant et même quasi définitif en fait par rapport à la trilogie Mad Max, mais surtout par rapport à Mad Max 2, c'est que on est sur un projet vraiment transmédia. Il y a le bouquin, bien évidemment. Il y a ton docu, que je conseille. J'invite bien évidemment les auditrices et les auditeurs à jeter un petit coup d'œil sur le docu. Un très beau docu, émouvant. La petite larme à l'œil, je me souviens quand je l'avais vu la première fois. Et puis il y a tes conférences aussi que tu donnes, tes entretiens que tu donnes un petit peu partout. Mais comment... dans ton très bel avant-propos, tu nous dis, voilà, je suis allé au musée Mad Max 2, j'ai rencontré Adrian, c'est devenu un super pote, et j'ai rencontré aussi toute une foule où on a parlé Mad Max 2, on a disserté Mad Max 2, on a bu, on a fumé, on a mangé Mad Max 2. Une communauté de fans, en fait, voilà, autour du monde. Comment tu t'es retrouvé, en fait, à... Est-ce que tu connaissais déjà, l'existence du musée Mad Max 2 et comment en fait tu as réussi à t'immiscer dans l'intimité de cette communauté ultra fan du film? Alors, la première fois on est allé en Australie, je pense que j'avais appris que ce lieu existait sur Facebook. Moi, quand je suis parti la première fois en Australie, j'avais l'impression d'être hyper érudit sur le sujet. Alors que j'y connaissais. Et t'as bien rabattu ton caquet. Pas grand chose. Et non, mais sur Mad Max en général. Et il y avait un petit festival à Silverton co-organisé par le musée. Et on y était, on a croisé pas mal de gens. C'était surtout impressionnant parce qu'on voyait les décors, on voyait des Ford Falcon maquillés comme dans le film. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'était assez exaltant. Et puis quand je suis allé visiter le musée, je me suis dit genre ah là, mais moi qui essaye de collectionner tous les trucs, là je voyais et je m'étais dit il faudrait que je vienne un jour je m'étais dit avec un scanner qu'on pourrait coller contre le mur, un scanner à main. Comment je vais pouvoir faire pour piller cet endroit et pour l'utiliser pour mon livre. Et puis j'avais interviewé Adrian, l'interview n'avait pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on était interrompu, je sais plus ce qui s'était passé, mais c'était une interview qui était pas intéressante du tout que je faisais parce que je connaissais pas ni le Lascar ni vraiment le lieu. J'y suis retourné l'année d'après et là j'étais tout seul et donc j'ai pu passer presque une petite semaine et très rapidement on a vu que Adrian et moi on avait un truc en commun par rapport à la plupart des fans qui se bornent juste qui accumulent des DVD ou des figurines sur leurs étagères mais vont pas forcément au-delà. Adrian il était en quête perpétuelle d'informations, de documents et puis surtout de matériel, le moindre petit caillou, le moindre truc et moi aussi de mon côté. Et même si dans la démarche, il y a quelque chose de similaire, mais dans la qualité, c'est pas du tout. J'ai rien à voir avec Adrian. Adrian, c'est quelqu'un qui est parti vivre là-bas, vivre dans le film et oui, qui mourra. Il est anglais. Voilà, il vient de Bradford, tout à fait, et il mourra. Sa femme a dit en rigolant, je crois dans mon documentaire, qu'elle le mettra dans son intercepteur et puis il fera un trou dans le désert mais c'est sa destinée quoi. Moi clairement une fois que j'en ai fini, là j'en ai presque fini avec Mad Max 2, on fait quelques interviews et puis on va passer à Mad Max 3 et puis après je mets ça de côté. Mais il y a une démarche similaire entre Adrian et moi, c'est que lui il tient un musée et ça l'intéresse constamment qu'il y ait des touristes, pas forcément des fans de Mad Max, mais des touristes pour leur expliquer pourquoi ce film est aussi important. Et en faisant ce livre, je fais un boulot de vulgarisation qui est un peu similaire. Et on s'est tout de suite rendu compte que on suivait un truc parallèle, que on n'était pas du tout en compétition, au contraire, et puis que il était extrêmement généreux. Il m'a ouvert, il y a à peu près 99% des choses auxquelles j'ai eu accès que j'ai pu mettre dans le livre. Il y a quelque chose qui m'a dit, genre ça, non, je le garde pour le musée, tu ne l'auras pas dans ton livre, qui est une photo dont je parle à un moment, la photo d'une caisse avec des boîtes de nourriture pour chiens
qui est pour les gens un peu comment dire calés sur, enfin un peu intéressés par Mad Max 2, qui est un des éléments les plus passionnants hein, du film et sur lequel je reviens longuement. Mais bon, Simon. Oui, justement, en t'écoutant, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux, on pourrait dire, complétistes, qui veulent vraiment savoir dans les moindres détails ce qui s'est joué à tel jour, à telle heure, avec telle personne. Et je me dis qu'il y a un public qui doit vous adorer, ce sont les fans japonais. Parce que quand on voit leur making-of, ils ont cette façon d'approcher le making-of, non pas comme un outil promotionnel, mais vraiment comme un journal de tournage où on va avoir comme ça, jour après jour, ce qui s'est joué pour le tournage ou tel film. Et en lisant ton ouvrage, on retrouve ça, c'est-à-dire ces making-of qu'on n'a pas eu parce que ça se pratiquait pas tant que ça. Il y avait bien sûr des images de tournage ponctuellement, des télés qui venaient, mais pas comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc on peut... oui, presque jour par jour, retrouver ce qui s'est passé sur ce tournage, et avant et après. Et intellectuellement, c'est extrêmement satisfaisant. On voudrait qu'il y ait, pour chaque film culte que l'on aime, je ne sais pas, le 13e guerrier, par exemple. Ou Conan le Barbare. Voilà, de tels ouvrages. Donc, c'est un plaisir fou. Voilà, c'est une sorte de making-of sous forme d'ouvrage, extrêmement bien illustré, et c'est un régal. Merci. J'entends bien ce que tu dis. Il y a quelque chose quand même de particulier avec Mad Max 1 et Mad Max 2, de vraiment particulier par rapport à d'autres films, genre SOS Fantôme, L'Exorciste ou Les Dents de la Mer, c'est que on est dans les débuts du cinéma australien. C'est encore du cinéma guérilla. Mad Max 1, c'est un film fait par des jeunes hippies qui vont faire le truc le plus punk de l'époque, tourner un film sans autorisation avec des missiles, enfin des choses qui sont complètement délirantes pour $350 000. Et quand ils font Mad Max 2, ils ont le budget qui est multiplié par 10. Ils vont pas faire Mad Max 1 de manière 10 fois plus confortable, ils vont faire Mad Max 1 en 10 fois plus grand. Et ça se prête extrêmement bien à pour ce genre de bouquin. C'est vrai que c'est un sujet parfait, parce que on a des films qui sont devenus cultes, que tout le monde connaît, avec une production particulièrement chaloupée, et puis à travers cette production des destins individuels qui transcendent on va dire le côté industrie qu'on peut trouver dans le cinéma américain. C'est avant tout une aventure humaine. Exactement, mais par exemple, c'est quelque chose, on pourrait pas tout à fait faire la même chose avec un film comme Fury Road, qui est déjà un gros truc hollywoodien, où c'est plus la même chose. Et puis Fury Road, il y a 400 personnes qui bossent dessus. Là, l'équipe, elle est réduite. La plupart des petites mains qui ont filé un coup de main sont des gens du bled d'à côté. Donc l'échelle, la succession de miracles et la façon dont le film a été fait dans ce contexte particulier fait que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était genre ces 3 premiers films de Mad Max 1 à Mad Max 3, comme une sorte de conclusion entre la nouvelle vague australienne et l'arrivée sur un monde qui a changé. Le chef, comment dire, électricien de Mad Max 1, il me racontait lui, il a fait à partir de Stork, il est partout. C'est-à-dire Stork, un film avec Bruce Spence, une comédie de 1970-71, qui est vraiment les tout débuts du renouveau du cinéma australien. Et il m'a raconté sur les tournages, ils passaient leur temps à se pochetronner, ils fumaient des joints, ils buvaient du whisky, ils buvaient de la bière, les cascadeurs buvaient un coup et partaient faire leur cascade. Et ça, à la fin des années 80, ça a complètement changé. L'industrie s'est professionnalisée pour tout un tas de raisons. Et ce passage d'une époque à l'autre était merveilleusement bien illustré par cette saga Mad Max, parce que le premier, le deuxième et le troisième, c'est 3 histoires, 3 productions différentes. Donc c'est mon travail est encore en cours. On verra avec le troisième si j'ai réussi à donner ce panorama. Mais c'est un peu l'idée. C'est un sujet en or. Hein. Je veux dire, il suffit juste de faire le boulot. Le boulot, il se fait. Alors il y a beaucoup de boulot, mais il se fait tout seul, parce que c'est une saga parfaite à ce niveau-là. Oui, et puis même en termes de production, ça se prête un côté romanesque, justement. Ce que tu viens de dire, en fait, on le ressent à mort à la lecture du bouquin, parce que ok, le titre c'est Mad Max 2, les guerriers de la route, mais tout au long de notre lecture, en fait, on se rend compte comment tu arrives à raconter l'histoire du cinéma australien. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant intellectuellement, pour reprendre l'expression de Simon, parce que quand on fait des recherches en fait sur l'histoire du cinéma australien,
ça reste quand même limité. Il y a 2-3 sites qui se baladent ici ou là. La page Wikipédia est pas si dégueulasse que ça. Mais au final, on se rend pas bien compte en fait de ce qu'est le cinéma australien. Et en fait, je trouve que au travers de Mad Max 2, de Mad Max 1 puis de Mad Max 3, je trouve que on arrive un petit peu mieux à cerner ce que c'est. C'est pas que Crocodile Dundee, mais il y a la exploitation, la nouvelle vague. C'est quand même beaucoup Crocodile Dundee. C'est beaucoup parce Ne que lance pas là-dessus. parce que c'est carton cosmique. On avait fait une émission spéciale tous les trois sur Crocodile Dundee. Mais je trouve que le panorama en fait est extrêmement large et extrêmement satisfaisant parce que tu parles. À un moment, tu dis le rêve australien. C'est à un moment tu convoques la mythologie américaine et tu fais un comparatif entre mythologie américaine et mythologie australienne. Et tu dis la mythologie américaine, on va pas disserter dessus, mais tout le monde a vu un film de James Ford. Et la mythologie australienne, c'est quoi en fait? C'est le final d'un film de merde, j'ai plus. C'est boire des bières et en mangeant en faisant un barbecue. Et je trouve qu'en fait, il y a un film qui le résume bien. J'ai le titre m'échappe, mais tu vois, c'est Zero Weird Mob. Oui, voilà, de Michael Powell. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'est-ce que c'est être australien? Qu'est-ce que c'est le cinéma australien? C'est ce film-là de Powell. Et en anglais quand même. Qui est anglais, mais c'est ça. À la fin, c'est ça. Et à la fin, ils boivent une canette et puis tout va bien. Ils font un barbecue. Et je trouve que dans le film, en fait, on le ressent bien ce côté-là. Et je trouve ça extrêmement. C'est pour ça que que ce bouquin-là me paraît définitif. Parce que tu parles de Mad Max, parce que tu parles de la trilogie, parce que tu parles pré-production, tournage, post-production, accueil critique. Il y a aussi un cahier d'analyse qui est absolument passionnant, mais il y a plus que ça. Il y a tout le cinéma australien dans quasi son exhaustivité qui est au cœur de ces pages. Je trouve ça absolument merveilleux. C'est adorable. Merci beaucoup. L'une des choses que j'ai essayé de faire, c'est parce que évidemment, je suis obligé d'évoquer un petit peu le cinéma australien de l'époque et du contexte. Mais ce que j'essaye de faire, c'est à la fois d'évoquer des films, etc. Mais il y a énormément de films dont je parle pas et qui n'ont pas d'intérêt à être cités dans ce bouquin-là. Tu parles des Bushrangers, tu parles de Ned Kelly. Oui, tout à fait. Mais en fait, parle de la question aborigène, il y a des photogrammes de Rolf de Heer. Parce que c'est pas un livre sur le cinéma australien, mais en fait, les éléments que tu fais ressortir dans l'histoire générale donc du cinéma australien et les différentes figures qu'il traverse te permettent aussi de relire Mad Max et de ton film gagne en ampleur. Parce que moi, en allant en Australie, j'ai rapidement réalisé c'est à quel point la saga Mad Max était australienne, que même si elle nous appartenait aussi à nous, genre occidentaux, français, ou parce qu'on l'avait vu avec nos yeux de chez nous, ça reste quand même quelque chose de profondément australien. Et qu'est-ce que ça veut dire une saga profondément australienne? En quoi c'est profondément australien? Eh ben, c'est parce que ça répond à tout un tas d'angoisses, d'obsessions, et ça découle d'une histoire, d'une géographie particulière. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer d'esquisser tout ce contexte pour dire, historiquement, culturellement, voilà où on en est, et voilà quel monde a produit Mad Max. En fait, pourquoi on a Mad Max? Ça vient pas de nulle part. Le premier Mad Max, carrément, parce que c'est vraiment un film spontané qui a été fait de manière inconsciente par des gens qui pensaient faire autre chose et qui ont fait un des films les plus australiens des années 70. Mais même Mad Max 2, quand Miller et ses scénaristes essayent de s'émanciper des questions proprement australiennes en faisant un film un peu SF qui se passe dans un monde un peu imaginaire, un peu dans le futur, etc., ça reste profondément australien. Un exemple à la con, c'est quelques années auparavant, les Américains font Soleil Vert, où le monde va partir en cacahuète et on va tous mourir parce qu'il y a des voitures partout. Et les Australiens, ils font quoi? Eh ben, Mad Max 2, un monde qui part au chaos et à la destruction parce qu'il y a plus d'essence. Carrément l'inverse, quoi. C'est plus la pollution, c'est l'absence de pollution qui va et donc c'est à la fois ironique et c'est à la fois hyper pertinent par rapport à la démarche de Miller et de Hayes. Mais ça, on peut le comprendre. Je pense que si on comprend l'Australie dans son ensemble. Et c'est ce qui moi, j'ai découvert le cinéma australien au-delà des évidences, des films qu'on connaissait tous, Razorback, Machin Chouette, Crocodile Dundee, etc. Mais j'ai découvert le cinéma australien en faisant mon boulot sur Mad Max, et j'ai découvert la culture, la géographie, en fait, comment tout ça
interagissaient étroitement et à quel point ça me semblait à quel point ces films me semblaient perméables à cette époque. Après, je pense que d'une manière générale, L'Exorciste, ça sort pas de nulle part, ou n'importe quel film peut être attaché à son. Mais ça me semblait. Les Anges Gardiens, par exemple. Les Anges Gardiens, par exemple. Mais ça me semblait vraiment plus important de le faire, essentiel de le faire avec ce truc sur Mad Max, parce que l'histoire, la culture et le cinéma australien nous sont quand même peu familiers, même si c'est des occidentaux qui parlent anglais. Donc Mad Max qui nous parle d'un temps de misère, et on va tout de suite se l'écouter. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Los Crudos avec Tiempos de Miseria, le fabuleux groupe de Chicago. Un très très bon groupe. Exactement. Voilà. Et donc de temps de misère, il en est question dans la trilogie Mad Max, et notamment dans Mad Max 2, dont nous parlons ce soir avec notre invité Melvin Z à l'occasion de la sortie de son ouvrage Mad Max 2, Les Guerriers de la Route aux éditions Rififi. Nous parlions juste avant cette longue pause, un peu de la mythologie de Mad Max, de la mythologie de l'Australie, et comment est-ce qu'elle se retrouve justement dans cette trilogie de George Miller, mais pas que de George Miller justement, parce que ce que j'aime aussi dans ton livre sur Mad Max, sur Mad Max 1 et 2, et qui finalement, moi, c'est une approche que j'aime dans les livres de cinéma, parce que ça me rappelle celle de Philippe Garnier, c'est en fait ce côté d'aller creuser dans les fonds d'archives, d'aller creuser dans les interviews, de réaliser plein d'entretiens pour justement remontrer et démontrer qu'un film, ce n'est pas qu'un seul auteur, mais c'est justement un ensemble de personnes qui travaillent dessus. Et sur la trilogie Mad Max, c'est quand même assez flagrant qu'effectivement, si George Miller peut être vu comme le chef d'orchestre ou bien la tête pensante de cette trilogie là, il n'est clairement pas tout seul à l'avoir créé, à l'avoir conceptualisé et surtout à l'avoir mis en image, puisqu'il y a toute une foule de personnes derrière lui, que ce soit les comédiens et puis les comédiennes, mais surtout l'équipe technique, du producteur co-scénariste Byron Kennedy jusqu'au chef cascadeur, même à Norma Morisseau qui crée les costumes. C'est un ensemble en fait de personnes qui permet de voir la cohérence de cette équipe et à quel point cette équipe a travaillé de concert finalement pour créer cette œuvre-là, en aidant toujours plus George Miller qui, après le succès du premier film, n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée forcément de refaire un Mad Max, parce qu'il trouvait que le premier était une grosse merde. Et donc on va voir un petit peu la cohésion de cette équipe et comment est-ce que tous ces gens travaillent ensemble. Alors, dans le premier bouquin, c'était un de mes principaux objectifs, c'était de rappeler à quel point Mad Max c'était quelque chose de bicéphale. Tout le monde retient évidemment George Miller parce qu'il a une carrière et parce que c'est le réalisateur. Et qu'il est encore vivant. On retenait moins le nom de Byron Kennedy parce que on ignorait ce qu'était vraiment qu'est-ce qu'il avait fait pour le film. Et qu'un rôle de producteur souvent est mis un peu plus mystérieux. Et puis il est malheureusement décédé en 1983, ce qui fait que il a été un petit peu, je dirais pas oublié, mais bon voilà, le temps a fait son œuvre. Donc c'était moi, c'est une des premières choses que j'ai réalisées quand j'ai commencé à bosser sur Mad Max, c'était l'importance fondamentale de Byron Kennedy et à quel point ces films étaient faits par deux personnes. Je me souviens, le monteur de Mad Max 1 m'avait dit Mad Max 1, c'est un film de Byron Kennedy, et regarde cette merde de Mad Max 2, ça se voit bien que c'est un film de George Miller. Voilà. Un peu radical comme propos. Un petit peu radical, en tout cas, ce sont ses propos que je cite entre guillemets. Mais c'est pas tout à fait faux sur l'approche.
Byron Kennedy, donc comment dire, j'ai continué. Il y a un petit chapitre qui lui est dédié. Clairement, sur ce film-là, il a une approche plus commerciale. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'essayer de hisser le film à un standard vraiment international et de rentrer en concurrence avec les Américains sur leur propre terrain. Il avait clairement l'ambition d'un jeune Spielberg, mais presque encore plus multicarte, étant donné que l'industrie australienne était beaucoup plus rudimentaire. Il pouvait investir à un nombre de domaines incroyables. Mais cette idée d'œuvre collaborative qui va commencer à se mettre en place sur Mad Max 2, parce que sur Mad Max 1, c'est vraiment un film où le réalisateur est en guerre avec le chef-op est en guerre avec le réalisateur, et le réalisateur est en guerre avec tout le reste de l'équipe. Un tournage extrêmement compliqué à ce niveau-là. Sur Mad Max 2, ça se passe merveilleusement bien. Tout le monde est content de bosser pour George Miller, et tout le monde comprend ce qui est en train de se passer ou ce qu'ils sont en train de faire. Comme tu disais tout à l'heure, ça change l'échelle de production, parce qu'à l'époque c'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma australien, donc clairement on sent qu'on passe dans une autre catégorie et que les gens sont contents aussi peut-être d'être mieux payés. Tout à fait. Après c'est un changement global, hein. C'est Mad Max 1 est techniquement le premier, mais qui est suivi de très près par Peter Weir avec Gallipoli. Donc c'était dans l'air du temps. Il y a d'autres films qui vont arriver très rapidement après, qui vont être aussi des grosses productions ou des productions qui commencent à pouvoir rivaliser avec les productions américaines, entre guillemets. Mais cet aspect collaboratif, dans ce livre-là sur Mad Max 2, je l'ai clairement axé autour de la communauté de Broken Hill, et comment, c'est l'idée que j'essaye de défendre, de rappeler que le film a été fait par une poignée de techniciens réunis par Miller qui venaient de Sydney et soutenus par toute une communauté. Et ça me sert un petit peu d'introduction pour ce qui sera l'un des sujets majeurs du tome 3, parce que c'est l'histoire qui est au cœur de la production du troisième film, puisque, sans spoiler, hein, mais à la suite de Mad Max 2, Miller, Kennedy et Hayes vont mettre au point, vont lancer la production de plusieurs séries télévisées, et ils vont développer une façon de travailler totalement inédite. Avec un pool de scénaristes, un pool de techniciens qui travaillent pour eux. Voilà, les réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, les techniciens vont tous travailler ensemble de manière horizontale. Il y a aussi toute une bande de jeunes du cinéma australien qui va arriver, comme Philippe Noyce, Karl Schulz, etc., Chris Noonan, et cette idée de les techniciens, ce qu'ont les techniciens à dire va influencer les scénaristes, qui influenceront les réalisateurs, et que un film ou une œuvre, là en l'occurrence ce sera une série télé, c'est fait par un ensemble de gens, et pas un type à la tête qui décide de tout et sur qui repose toute la démarche. Donc, mais ça, n'allons pas trop vite, hein. Vous me réinviterez dans 2 ou 3 ans pour qu'on en parle en long en large, mais ça sera vraiment au cœur du troisième bouquin. Au début de celui-ci, j'évoque vite fait, pour en finir avec Byron Kennedy, l'autre film qu'il a produit, à part Mad Max 1 et Mad Max 2, qui est The Last of the Knucklemen. Excellent film. Qui est un de mes films australiens préférés. Et puis, il aura une petite part qui lui sera consacrée au début de Mad Max 3. Je vous préviens tout de suite, ça sera tragique. Thibaut, attention, trigger alerte, ça sera triste, puisque ce sera la fin d'un personnage fondamental, même s'il apparaît toujours un petit peu qu'en filigrane, hein, parce que c'était quelqu'un de relativement discret, qui a répondu à peu d'interviews. On parlait tout à l'heure des archives. Il y a James Van Is de Starlog qui a interviewé George Miller et Byron Kennedy pour la sortie de Mad Max 2 pour Starlog, et évidemment j'avais cette interview qui est absolument fantastique. Et un jour j'ai vu un certain James Van Is vendre sur eBay ses tapuscrits, c'est-à-dire c'est les transcriptions à la machine à écrire des interviews avant que ça soit recorrigé, remanié, coupé pour être publié. Et j'ai récupéré celle de George Miller et de Byron Kennedy, l'original, tape à la machine, donc j'ai pu avoir quelques bribes supplémentaires de propos totalement inédits, et c'était un document qui pour moi était vraiment merveilleux. Simon, tu as évoqué en commençant l'émission tes
tes rapports avec les archives de Melbourne, de Canberra, comment sont reçus des chercheurs comme cela qui viennent pour Mad Max, quel écho ça a chez les archivistes, et puis ensuite, pour revenir sur ce que tu disais à l'instant sur cette communauté de Broken Hill, les personnes que tu as rencontrées qui ont fait que les figurants, qui ont mis la main à la pâte sur un détail, ils t'accueillaient avec le sourire pour en parler, c'était quelque chose d'un peu enfoui qu'il fallait vraiment aller creuser et qui finissait par leur revenir, ils étaient fermés, ils étaient ouverts. Comment tu sens que Mad Max persiste au-delà du film lui-même mais ce tournage en fait, comment il Alors, pour la question des archivistes, c'est avec ils sont généralement assez étonnés, ils sont souvent morts de rire et ça se fait toujours par des moyens assez saugrenus. Les archives de Canberra, j'y étais déjà passé une fois où j'avais demandé à avoir accès à certains documents, j'avais fait une liste et on m'avait amené les trucs que je cherchais, mais là je demandais beaucoup plus, donc je les avais contactés par mail en amont. Je voulais voir tous les courts-métrages que Kennedy et Miller avaient fait qui donne avant le de titre faire à ton premier sur Mad Max. Ultra-violence Voilà. cinéma part one. Alors celui-ci, entre autres, enfin celui-ci non, parce que il était disponible au musée de l'image à Melbourne, donc je l'avais vu, parce que chaque fois que j'allais à Melbourne, j'allais au musée de l'image revoir 2 ou 3 fois le court-métrage. Mais donc au début, en fait, comme je suis totalement indépendant et que je passe pas par des biais classiques, mes demandes avaient du mal à tomber dans des cases. Et donc j'ai eu un échange de mails un peu étrange jusqu'à ce que je reçoive un mail directement où les gars me disent mais attends, t'es qui, pourquoi tu veux ça et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je leur ai expliqué, ils m'ont dit bon bah pas de souci, on se file rencard tel jour à 10h du matin et on aura ces documents-là à te montrer. Mais c'était genre presque on parle de ça, c'était presque 1 an avant ou 6 mois, entre 6 mois et 1 an avant qu'il y ait ce rendez-vous quoi. Et donc moi on partait 3 mois de road trip et sur les 3 mois il y avait un passage où la veille on était je sais pas où, la veille le jour d'après on serait à la mer et puis il y a Canberra pile ce jour-là le 23 mars on sera à 10h du matin, il faut être à Canberra. Et donc je suis arrivé le 23 mars je sais plus quel jour, à 10h du matin et il y avait un gars derrière son comptoir et je suis arrivé, je dis bonjour, je suis le français qui et là le gars il m'a regardé avec un grand sourire, il était mort de rire, il a appelé son pote en disant viens, il y a le gars ça m'a rappelé le gag de Retour vers le futur 3 je crois, de la poste là où ils ont une lettre qui doit se délivrer là, au bout de 70 ans, donc c'était un peu comme ça. À Melbourne, c'était un des techniciens de Mad Max 5 qui avait réussi à me faire traverser tout le campus pour arriver jusque... La personne qui t'a accompagné avait quand même bien du mérite. Pourquoi tu dis ça, Thomas? Il avait ramené des cacahuètes, parce que j'aurais été incapable de trouver mon chemin dans le truc. Et puis une fois que je m'étais retrouvé face à la vieille dame, mais c'était quasiment des visions quasiment de Peter Jackson. C'est vraiment la vieille dame dans le fond de sa grotte qui avait son disciple, un jeune en surpoids qui courait partout pour aller me chercher des boîtes. Et il y avait directement, exactement comme avec Adrian, il y a un contact qui se passe direct parce qu'on voit tout à fait on a un truc, on partage un truc évident. Là, on partage un truc aussi évident, c'est que j'arrive avec une liste un peu longue comme le bras de tel papier, tel jour, de telle date, et visiblement il y a un but et ça les avait. J'avais passé, je sais pas, 3 heures jusqu'à ce que ça ferme, 3 heures là-dedans. Quand j'avais récupéré ce Graal avec ses 800 pages de revue de presse, la question s'était vite posée, c'est comment je fais pour en faire une copie? Est-ce que je peux faire des photocopies? Et la dame m'a dit il faut une carte d'étudiant. Mais de toute façon, ça prendra trop de temps parce que c'est une vieille photocopieuse qui fait chlouk. J'étais genre, je peux les prendre en photo. Elle dit, mais oui, merveilleux, on va les prendre en photo. Donc j'étais avec ma caméra à les prendre en photo. Et elle me regardait faire. Elle était hyper contente que, genre, un jour, un stagiaire est venu faire a passé une semaine à faire cette revue de presse. Et puis ils se sont dit, est-ce que ça servira un jour? Et oui, quelqu'un est venu un jour pour dire, genre, merveilleux. Donc voilà. Qui donnait un sens à leur vie, en fait. Oui, alors, n'allons peut-être pas jusque-là, mais j'aime à croire que oui, quoi. Et après, pour les gens que j'interviewe, que ça soit pour les gens de Broken Hill ou pour la plupart des... J'accélère. Je vais passer une vitesse. Pour la plupart des gens que j'ai interviewés, il y en a beaucoup qui sont extrêmement contents parce que... les gens qui vont faire un bouquin ou qui vont interviewer des gens sur Mad Max 2, ils vont interviewer Mel Gibson, George Miller, Bruce Spence, peut-être Dean Semler, et puis c'est à peu près tout. Les gens
personne va interviewer le mec qui fait les sandwichs pour le catering, ou le chef électricien, ou le gars qui était posé pour faire ceci ou cela. Alors que, genre, moi, c'est un truc que j'ai compris assez vite, c'est que le chef électricien, c'est quelqu'un d'indispensable, parce que c'est le premier qui branche tout le matin, et c'est le dernier qui débranche tout le soir. Il voit tout, il est là tout le temps. Les acteurs, c'est ceux qui servent le moins, parce qu'ils voient quasiment rien. Ils arrivent, ils balancent leur truc et puis ils repartent. Alors ça, évidemment, c'est intéressant de discuter avec eux sur certains sujets, mais si on veut savoir comment le film a été fait, il y a d'autres gens qui sont généralement pas des gens qui ont été interrogés. Donc souvent les gens sont un peu méfiants, ils se disent mais pourquoi, qu'est-ce que cette histoire? Et puis quand on commence à en parler, ils voient que tu maîtrises ton sujet relativement bien, donc ils sont contents, et puis d'un coup ils sortent des vieux souvenirs. C'est arrivé avec par exemple Peter Kamen, l'ami d'enfance de Byron Kennedy, qui était un peu dubitatif au début, et on a discuté pendant un peu plus de 2 heures, et on a fait une interview merveilleuse parce que les souvenirs se remontaient, et il était extrêmement content que quelqu'un s'intéresse à ces questions-là. Donc c'est arrivé que je tombe sur des mauvais clients, ou des gens avec lesquels ça s'est pas hyper bien passé. Parfois il y a des gens, ils parlent, on comprend absolument pas ce qu'ils disent, donc c'est parfois un peu délicat. Ça. Oui, un pompiste de Broken Hill qui a conduit des véhicules dans Mad Max 2. J'ai dû faire l'interview en aveugle, parce que il fait j'avais ça, une bouillie de ça pendant 3 quarts d'heure, et donc il a fallu que je fasse transcrire par quelqu'un du cru, qui c'était pas facile, et même mis en mots, ça restait absolument proche de l'incompréhensible. Donc parfois c'est un peu délicat, mais souvent on gagne souvent, quoi. Et puis parfois, une fois, j'étais donc avec Chabédé, et pendant que j'interrogeais la personne qui était le chef constructeur de Bartertown, donc un personnage truculent que vous découvrirez dans mon prochain tome. Chabédé était à côté avec le scanner que j'avais emmené dans ma valise, et passé tous ces documents de production au scanner, etc. Donc après parfois je suis tombé. Peter Kamen, il est chirurgien dentiste, il est millionnaire, il habite dans un appartement magnifique sur la Pacifique, le Surfer Paradise, qui est un endroit merveilleux. Et puis j'ai interviewé un des acteurs qui joue l'un des flics de Mad Max 1 dans une cabane, qui était devenu SDF, dans une cabane de chantier, par une chaleur abominable où il faisait 60 degrés à l'intérieur de son truc. Il a essayé de me faire un café avec sa plaque à gaz, qu'il a fait exploser dans le truc, où on s'est dit on va tous mourir, personne ne retrouvera notre corps, on est perdu à jamais. Donc l'amplitude est large. Pour finir, mon cher Melvin, j'aimerais bien qu'on parle donc des éditions de Rififi et de Steve Bellantani, parce que donc tu as eu des contacts avant avec des éditeurs potentiels pour éditer donc ton livre, mais tu as décidé de le faire avec Steve, qui est un vieux camarade à toi, ce qui est quand même aussi une autre aventure de se lancer dans l'édition de livres de cinéma, d'autant plus dans l'édition de beaux livres de cinéma et de gros livres. Et on sait que l'industrie du livre est une industrie fragile, que ça coûte très cher tout ça, et donc quelle idée saugrenue aussi, n'est-ce pas encore de rajouter un petit peu de danger à une aventure? Alors, tout à fait, mon cher Thomas. J'avais signé chez un éditeur bien connu, dont nous tairons le nom par charité, qui m'avait renvoyé ma copie en me disant que c'était nul à chier et que j'allais couler sa maison d'édition. Donc, suite à un léger désaccord, on avait décidé qu'on allait chacun prendre une direction différente. Et au même moment, mon vieux copain Steve Bellantani me contactait pour me dire qu'il montait sa propre maison d'édition. À la base, il voulait traduire en français des livres qui étaient sortis en Italie. Donc, il avait le Castellari. Donc là, il est sur le Sergio Martino. Et puis, on a sorti un bouquin sur Sergio Solima. Voilà. Et donc, il m'a proposé de faire le livre, et donc j'ai accepté parce que j'avais pas vraiment le choix. Et en fait, rapidement, c'est devenu une très 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 bonne idée, parce que, comme on en parlait tout à l'heure par rapport à la maquette, et j'aurais eu des soucis avec ce premier éditeur qui n'est pas connu pour ses belles maquettes. Question maquette, ça aurait été compliqué. Et en fait, moi, comme j'avais jamais sorti de livre avant et que c'était comme un gros bouquin, j'avais l'impression qu'il me fallait une béquille, ou en tout cas une épaule sur laquelle me reposer. Mais à ce moment-là, j'étais suffisamment sûr de moi pour me dire une flopée de gros mots, on va le faire nous-mêmes. Et il y avait le côté quand même aussi que peut-être que ça aurait été ton seul livre, donc tu dis que quitte à sortir un livre, autant en faire un qui a de la gueule, quoi.
Oui, puis j'avais envie, je me suis dit, quitte à le mettre en page moi-même, autant faire cette mise en page un peu inhabituelle, comme tu disais, Simon, de faire comme moi exactement je voyais les choses. J'avais demandé des conseils à des gens qui m'ont tous à peu près dit que c'était une idée de merde, mais j'ai tenu comment dire, mon idée. Et un an, jour après jour, les bien vilains mots que j'ai échangés avec cet éditeur bien connu, je recevais le prix du meilleur livre de l'année. Voilà. Donc tout est bien qui finit bien. Le syndicat de la critique. Du syndicat. Oui, le syndicat de la critique. Les professionnels se sont réunis pour dire que c'était mon livre le meilleur de l'année. Après une telle émission, Melvin va avoir des chevilles plus larges que Trump. Non, ça va. Il a l'habitude de se faire mousser. Ça va. Non, mais vous avez raison. Mais donc voilà. Donc oui, édition Réfifi. Donc là, on vient de sortir le Solima. Moi, je travaille sur la correction de la traduction d'un livre consacré aux guerriers de la nuit, les Warriors de Walter Hill. Et puis on a 3 livres qui viennent sur des sujets un peu rocambolesques. Et quasiment pas traité en France. Et quasiment jamais traité. Hein. Donc on a le MAD du podcast Vanishing Point de Nancy est en train de préparer un bouquin énorme sur, enfin pas trop, mais énorme, sur Vincenzo Natali. Donc il a rencontré Natali, passe régulièrement chez lui, etc. Donc il nous prépare un truc ultra documenté. Et puis nous avons 2 livres consacrés au cinéma indien. Un livre écrit par Clément Cinescope sur le cinéma indien en général, qui s'appellera Indian Connection. Et un livre sur le cinéma tamoul et sa dimension politique, écrit par Logan Boubadi. Et Steve a de son côté un gros livre sur le cinéma policier italien et la fin de la traduction des mémoires de Sergio Martino. Voilà où nous en sommes. Voilà. Merci beaucoup Melvin. Eh bien, merci pour votre accueil et votre invitation. On va passer. On se revoit l'année prochaine pour les 40 ans de Crocodile Dundee. Pas du tout. Passe au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi ça va être de la musique pour accompagner votre lecture du bouquin de Melvin, donc Mad Max 2. Il faudra des albums très longs. De la route. C'est plutôt long, ça dure plus d'1 heure. Donc le dernier album en date de Paradise Lost qui s'appelle Ascension, toujours une merveille de métal gothique. Et en complément, le side project de Holmes et McIntosh, guitariste et chanteur de Paradise Lost, mais un projet Dark Wave qui s'appelle Host, titre de leur album de 1999, de Paradise Lost de 99, et l'album de Host s'appelle Bâton Croix. Voilà, Bâton Croix. Merci Thibaut. Simon. Alors ce sera d'abord un coup de flip avant le coup de cœur, ce sera cette annonce que je n'ai pas vérifiée comme quoi The Wasteland serait peut-être en série télé par Warner. Donc, alors c'est le camarade Mad Max Bible, Shem, notre ami polonais, qui a fait une petite vidéo qui a visiblement enflammé la toile à ce sujet. Donc c'est en projet. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Regardez Mad Max sur son téléphone, ça fait peur. Et mon effectivement. Et mon coup de cœur, le prochain album, parce que je l'ai écouté un peu en avant-première, de Coroner, le groupe de thrash technique suisse qui n'avait pas sorti d'album depuis 32 ans, je crois. Pas mal, bonne paire. Melvin. Eh bien moi j'ai vu Sirat hier et je voulais en faire mon coup de cœur, mais ça sera finalement le livre de David Stratton, Australia at the Movies. David Stratton était le plus grand critique australien, il est décédé il y a quelques semaines, et ce livre Australia at the Movies est le 3e de sa trilogie consacrée au cinéma australien après The Last New Wave et The Avocado Plantation. C'est merveilleux. Merci Melvin. Moi ce sera 2 coups de cœur, un film français de début des années 60 de Paul Adelsol qui s'appelle La Dérive, film qu'on pourrait apparenter à la Nouvelle Vague mais qui a été beaucoup plus libre et beaucoup plus libertaire que beaucoup de ses petits camarades, peut-être parce que c'est pas réalisé par un gros misogyne mais par une femme, ça joue quand même. Et sinon un film de André de Tos, l'homme incapable de faire un film de merde qui date du début de 1944 qui s'appelle Pas un y échappera, un film sur le procès d'un criminel de guerre nazi en Pologne. C'est absolument formidable et c'est un beau film oui, je l'ai vu, ça. Qui par ces temps-là nous rappelle que quand même les nazis c'est vraiment des
sale C'est personne. No Shore Escape, c'est ça? C'est ça, exactement. Non Shore Escape, donc film réalisé vraiment à chaud avant la fin de la guerre, absolument formidable. Merci encore une fois, Melvin, d'avoir participé à cette émission pour la sortie de ton ouvrage, Mad Max 2, Les Guerriers de la Route, donc aux éditions Rififi. Même le prix vous fera rire pour un tel débordement de qualité. Merci, messieurs. Merci, Margot, à la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment du nouveau Paul Thomas Anderson. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.